Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue. Mardi 24 février 2026, Bitcoin et fondamentaux, une semaine où tout peut basculer, une semaine où ça peut basculer. Bref, vous avez compris, une semaine qui rassemble des deadlines fondamentales majeures, multicritères, multithématiques et qui vont avoir un impact sur le développement du bear market de Bitcoin. Toujours pareil, l'idée étant chaque semaine, chaque jour, pour moi chaque jour, pour vous ici avec moi, mardi, et je vous en remercie, chaque semaine, de déterminer l'aspect prix et l'aspect temps, c'est-à-dire à partir de quand Bitcoin sera susceptible d'entrer dans cette fameuse phase de latéralisation qui sépare toujours les bear markets du prochain cycle haussier, du prochain bull run, car oui, l'année 2026, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'année 2026, c'est l'année du bottom. L'année 2026, c'est l'année de la fin du bear market. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette fin de bear market aura lieu probablement au second semestre 2026, et j'aurais tendance à croire plutôt dans la première partie que dans la seconde partie, en tout cas avant les élections de mi-mandat américaines. Bon, là je m'égare un peu, l'aspect temps, l'aspect prix, c'est ce qu'on travaille ici en permanence. Donc oui, une semaine où ça peut basculer, pourquoi ? Parce que cela concerne l'aspect global macro, que cela concerne l'aspect géopolitique, donc le contexte pour toutes les classes d'actifs, ou encore les fondamentaux qui concernent à proprement parler l'écosystème crypto, il y a cette semaine certaines dates limites. Alors, ça peut mordiller un peu au-delà, bien sûr, les dates limites sont toujours faites pour être reportées. Bon, notamment quand vous faites des travaux, par exemple. On a bien compris qu'en général, on n'est pas livré. Bon, ouais. Donc, mais en tout cas, c'est une semaine importante. Pourquoi ? Alors déjà, la guerre commerciale. C'est sans fin, la guerre commerciale. Vous l'avez su, vous l'avez noté, vous le savez donc. Vendredi dernier, la Cour suprême US a jugé illégaux les tarifs douaniers, illégaux masculins, on accorde les tarifs douaniers dits réciproques de Donald Trump, qui dès le lendemain a utilisé un autre article de loi pour les maintenir. Et en fait, là, c'est l'incertitude. Dites-vous bien une chose, le marché, Bitcoin n'aime pas l'incertitude. De manière générale, les actifs risqués en bourse n'aiment pas l'incertitude. C'est-à-dire, pas forcément le négatif. L'incertitude, c'est qu'en fait, on hésite entre l'orientation positive ou l'orientation négative. C'est le point d'interrogation central, au milieu de la balance. Ça, c'est baissier pour le marché. Alors, bien sûr, l'orientation négative, c'est la claque, c'est le crack, c'est le choc. Et l'orientation positive, jouez pas indécent. Bon, là, ce début de semaine, partout, c'est l'incertitude. Et l'idée, en ayant choisi ce titre, au passage, je vous montre ici le record historique qu'atteint la requête Bitcoin going to zero sur Google Trends. Au passage, d'ailleurs, les indicateurs de sentiment sont au plus bas pour Bitcoin ever. Jamais, et même dans les bottoms des anciens bear markets, il y a eu un crypto fear in green index aussi bas. Jamais il y a eu autant de recherches, même après la faillite d'FTX, avec la requête Bitcoin going to zero, avec un point d'interrogation. Donc, la guerre commerciale, on ne sait pas. Les partenaires, alors, pour l'instant, en fait, rien ne bouge. Parce que déjà, la Cour suprême ne s'est pas exprimée sur ce qui devait se passer maintenant. D'autre part, là, en utilisant une autre loi, un autre article de loi, il y a 10 ou 15% pour tout le monde pendant 150 jours, l'histoire de maintenir en fait les tarifs réciproques. Pour la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, les accords commerciaux signés avec les États-Unis restent valables. Mais donc, a priori, tout reste en place, mais on ne sait pas vraiment. Donc, incertitude. Voilà. Bon. Ensuite, cette semaine, c'est normalement la date limite pour le Clarity Act. La date limite, non pas pour que ce soit voté au Sénat, pour trouver un compromis entre acteurs crypto et acteurs bancaires, notamment autour du rendement des stablecoins. Les banques, elles stressent parce qu'elles se disent, putain, si on peut mettre 5% de rendement sur les stablecoins, tout le monde va retirer son argent de sa banque pour aller mettre ça sur les stablecoins. Du coup, il faut trouver un compromis. Ce Clarity Act est la base juridique et la base réglementaire du prochain bull run. Donc, ça peut éventuellement réduire la durée du bear ou rapprocher de nous le début de la phase d'accumulation, mais c'est surtout ce qui permettra d'aller à 200K au prochain cycle. Le Clarity Act. La date limite fixée par la Maison-Blanche, c'était le 1er mars, pour qu'un accord soit trouvé. Alors ça souffle chaud et froid tous les jours, mais il y a plutôt des orientations positives. Brian Armstrong, le chauve de Coinbase, est revenu
à la table des négociations, le patron de Ripple est optimiste, etc. etc. Bon. Ça donc, cette semaine, on va en savoir beaucoup plus, peut-être être fixé. Il y a bien sûr, ça, il suffit d'allumer n'importe quel média d'information en continu, l'affaire USA-Iran, les États-Unis ont rassemblé une armada, mais en même temps, il y a des rumeurs comme quoi les deux pays seraient proches d'un accord sur le nucléaire, et puis en fait, une heure après, il n'y a pas d'accord, et puis une heure après, il y a un accord, on ne sait pas, ça peut péter ou ne pas péter, qui veut quoi, qui veut un accord, se battre, détroit d'Ormuz fermé, 50% du pétrole mondial transite par Hormuz. Bon, pétrole à $100, pas pétrole à $100, tout ça peut avoir une réponse cette semaine. Puisque là aussi, il y avait une date limite fixée par Trump d'une dizaine de jours, qui en fait nous envoie au 1er mars. Et puis comme d'habitude, toute la macro américaine, toutes les statistiques américaines, sans oublier cette semaine, mercredi, les résultats de Nvidia. Le secteur tech, c'est 40% du calcul du S&P 500. Nvidia, à elle toute seule, l'action, je crois que c'est 6 ou 7% du S&P 500, première capitalisation boursière mondiale, baromètre de l'activité IA de manière générale, c'est un pur player IA, Nvidia. Le sous-secteur des semi-conducteurs, Nvidia, c'est 50%. 50% de la market cap du sous-secteur des semi-conducteurs qui appartient au secteur de la tech. Tout ça, c'est mercredi soir. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Et puis, on peut aussi parler, mais ça, c'est plutôt à la fin du mois, le sommet États-Unis-Chine en Chine du 31 mars au 2 avril. Et puis, pourquoi pas, allez, évoquons la menace quantique qui fait que beaucoup font des recherches sur Google Trends, Bitcoin going to zero. Mais bon, la menace quantique, c'est pas que Bitcoin, c'est toutes vos banques, les banques tombent, tout tombe, la finance numérique tombe, bref, la menace quantique, on aura, Bitcoin, il tombera comme tout le monde, quoi. Si bien sûr cela est dans quelques années une menace contre laquelle un bouclier, une défense, quelque chose n'a pas été préparé. Chers amis, on fait plein de choses dans cette nouvelle édition du CTB. Je commencerai donc par un point pour le S&P 500 et Nvidia, parce qu'on n'échappera pas à la corrélation. La Fed, il faut être patient. Grosse partie analyse technique comme d'habitude. On parlera de quoi? Ah oui, je vous parlerai aussi des Bitcoin Treasuries. J'ai écrit quoi? Bitcoin, gold, argent, dollar. Et un mot technique sur le jeton Tao. C'est parti, le Cryptos Technical Briefing. Bon, alors nous ne commençons pas par Bitcoin, nous commençons par le secteur de la tech, puisque c'est un des facteurs fondamentaux, dominants de la semaine. Ça, c'est parce que j'ai un peu mal à la gorge. C'est pour me chauffer la gorge et que le mal de gorge parte. Donc, oui, Nvidia. Deux choses. D'abord, bien sûr, Bitcoin est corrélé au marché action. Alors, malheureusement, le marché action... Alors, le secteur de la tech consolide depuis octobre, à peu près comme Bitcoin, mais dans une structure qui est quand même pas celle d'un bear market. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette semaine, Nvidia publie donc ses résultats, c'est mercredi soir. Je vous rappelle que le secteur de la tech représente 33% du calcul mathématique du S&P 500. Au sein du secteur de la tech, vous avez des sous-secteurs, et vous avez notamment le secteur des semi-conducteurs, dont Nvidia représente 50% du calcul. Bon, Nvidia, c'est énorme. À elle toute seule, l'action, c'est 5 ou 6%, peut-être un peu plus, du S&P 500. 4 000 milliards de dollars de market cap, c'est autant que le PIB de l'Allemagne, et c'est donc un peu plus que le PIB de la France. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez cette semaine, au même moment, cette pattern sur le secteur de la tech qui teste sa moyenne mobile à 200 jours. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'action Nvidia aussi teste sa moyenne mobile à 200 jours. Bon, les résultats vont tomber mercredi. Vous savez, il y a tellement d'attentes. Elle est valorisée, je crois qu'elle a un PE ratio de 45. Tu es obligé, quand tu as un PE ratio comme ça, d'envoyer du lourd. En plus, le narratif IA, tu es obligé de surprendre. Tu peux pas juste être bon. Tu dois être excellent à chaque publication. Pour l'instant, c'est le cas. Donc là, on n'échappera pas à la réaction du marché. Le cas numéro 1, c'est qu'en fait, nous avons une espèce de pattern de continuation au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ça pas. Le cas plutôt négatif serait de revenir retester l'ancien record. Voilà. Nvidia revient ici, ça se paye. Il n'y a pas de sujet. On vient tester cette zone, ça se paye. Mais voilà, il y a un alignement de Nvidia et du secteur de la tech et du S&P 500 dans des configurations d'attente comme ça tout en haut. Donc ce sera majeur. Et au final, il y aura bien sûr un impact, il y aura une contagion sur l'ensemble du secteur de la tech. Donc dans le secteur Information Tech, il n'y a pas que Nvidia, il y a tout. Et ça, c'est vraiment la pattern que je surveille. Donc à la question de savoir est-ce que le BTC va aller en ligne droite chercher la fameuse zone des 49,50, j'y reviens plus tard dans la vidéo, c'est vraiment la zone où je pense qu'on peut former un bottom. Ou est-ce que d'abord on se reprend
et on continue de construire le bear d'une façon différente, nous pourrions avoir la réponse cette semaine avec Nvidia. Mais comme nous pourrions avoir la réponse avec l'Iran, les États-Unis, comme nous pourrions avoir la réponse avec le Clarity Act. J'ai encore vérifié ce matin, la date limite c'est bien le 1er mars. Il y a tellement de dates. Nous sommes dans un environnement de deadline. Tout le monde fixe des deadlines à tout le monde. Trump fixe des deadlines à tout le monde. Pour la guerre commerciale, pour les tarifs douaniers donc, pour la géopolitique, pour la réglementation crypto. Et bon, cette semaine, il s'avère que toutes ces dates limites se rejoignent. Et donc, c'est la fin de semaine. Nvidia, c'est donc mercredi soir. Surveillez donc cette moyenne mobile à 200 jours sur Nvidia, le secteur de la tech. Baisse des taux de la Fed, soyez patients, mes chers amis. Soyez patients, je vous le dis. Le temps passe, la vraie inflation, vous savez, il y avait encore hier un membre votant de la Fed qui disait, mais vous savez, on est à la cible. C'est Waller, je crois, Christopher Waller, un des membres votants du FOMC. Il a fait, ça y est, on est à la cible. Mec, attendez, je comprends pas, on n'est pas à la cible. Le CPI est à 2,5, 2,40, pardon. Le CPI officiel est à 2,40. L'inflation temps réel est à 0,95. Mais comme je vous ai expliqué, l'inflation officielle, c'est comme une moyenne mobile. L'inflation temps réel, donc il faut que le temps passe. Plus l'inflation temps réel se maintient bas longtemps, plus la moyenne mobile finit par converger. Donc il faut attendre encore peut-être 4-5 mois. Mais le mec me dit hier, si on est à la cible. Alors, le journaliste pose la question, pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie inflation, la core, c'est-à-dire celle dont on retire les tarifs douaniers. C'est-à-dire que si vous retirez les tarifs douaniers, on est à 2. Et ces tarifs douaniers, on sait aussi qu'avec le temps, ça s'estompe. Donc, il y a tellement tout qui converge au sud, sauf un pétrole à 200 $. Alors, c'est vrai que si ça part en sucette et que le pétrole monte à 100 $, ça va créer des pressions. Mais là aussi, dans tous les conflits du passé, j'ai encore le souvenir, par exemple, j'étais tout jeune, mais je connais le graphique. J'avais 10 ans. Voilà, la guerre du Golfe. Bon, c'était pas ma guerre. Bon, bref, même le pétrole, il pop, mais en fait, la guerre finit par se calmer. Et puis ça retombe. Mais effectivement, il y a ce risque de pétrole à 100 $ qui serait un peu chiant. D'ailleurs, au passage, le pétrole revient sur un niveau vraiment technique important. C'est ça. Donc là, il est en attente de ce qui va se passer entre l'Iran et les States. Vous voyez ici, c'était l'impact de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, assez vite, dans les quelques semaines qui ont suivi la guerre en Ukraine, à l'époque, on a fait un double top. Et depuis la guerre en Ukraine, ce n'est qu'une tendance baissière. Alors effectivement, là, il ne faut pas se mentir, mais s'il s'avère que... En fait, il y a le choix. C'est soit accord sur le nucléaire, soit guerre. Voilà. Accord sur le nucléaire ou guerre. Bon, guerre, il est fort probable qu'on accélère à 80 $. Alors, l'impact sur l'inflation, ce sera combien de temps on se maintient à un niveau haut. Si on y va juste et qu'on retombe rapidement, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de risque sur l'inflation. Par contre, effectivement, si on accélère à 80-90 $, on s'y maintient plusieurs mois, la composante énergie des taux d'inflation, et puis la composante indirecte, alors on estime que c'est 10 à 15%. Il y a aussi d'autres composantes dans le CPI qui sont, genre l'immobilier, ça va au sud, c'est à 0, rien à foutre du pétrole. Mais enfin voilà, donc ça, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut surveiller cette semaine, accord nucléaire ou guerre. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses cette semaine, c'est malheureusement, de toute façon, c'est comme ça les amis. Voilà, alors, oui donc soyez patients, la baisse des taux reviendra cette année. Là vous avez les anticipations du moment, moi je pense qu'il y en aura davantage. Je ne serais pas surpris en fait que dès juin-juillet, avec le nouveau patron de la Fed, ce que sera la réalité de l'inflation, que ça puisse repartir. Et puis ça va matcher en fait avec notre timing de fin du bear. Donc beaucoup de choses s'alignent, beaucoup de choses continuent de s'aligner un peu plus tard dans l'année. Bitcoin analyse technique. Alors Bitcoin analyse technique, commençons par le Bitcoin Cost of Production. Donc c'est le coût des machines, le coût de l'électricité, tout ce qu'il faut bien sûr pour créer un Bitcoin. Ce que nous savons historiquement, alors ça c'est un script open source que vous avez sur TradingView. C'est un script open source que vous avez sur TradingView qui nous vient de JV-du 6 ou du 8, je sais pas, celui du bas quoi, Indicators.
Et donc, effectivement, ce que l'on sait, c'est que toutes les fins de bear market, il fallait qu'on passe un peu en dessous. Par exemple, ici, on avait fait un double bottom. Vous voyez, c'était 218 $. Bon, on est quand même allé à 160 $, mais on a fait un double bottom. Ici, la fin de ce bear market-là, on a fait une pattern d'accumulation en dessous. Là, c'était la crise Covid. Regardez, on a fait une mèche en dessous et on avait clôturé dedans. Rappelez-vous le choc de la crise sanitaire. Là, c'était l'ancien bear. Alors là, on est pile poil venu chercher le truc. On n'a pas dérapé, on n'a pas débordé. Alors là, on est là. Voilà. Alors bien sûr, le truc peut prendre une pente baissière. Mais si on répète un peu ce schéma, vous savez, je vous ai fait beaucoup de vidéos depuis 3 semaines en vous expliquant qu'il y a tout qui pointait entre 45 et 55. Alors, je dis 50, voilà. Il y a tout qui pointe entre 45 et 55. Cette approche-là aussi pourrait faire qu'on pourrait faire un range en dessous comme d'habitude, et donc ça pointe encore 45-55. Voilà. Là, c'est pas si loin, hein. On a 63K, c'est pas si loin. Bon, enfin, oui, c'est 15% plus bas, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, bon, pour le moment, nous sommes là, et quand j'enregistre la vidéo, eh bien, vous voyez qu'on est en train de tester pile poil le truc de production. Donc là, nous en sommes là de ce point de vue-là. Donc, alors, les retracements, les retracements, alors je note que là, à 63K, on a un RSI weekly au même niveau que la fin de l'ancien bear. Mais on voit que bear après bear, on voit à chaque fois un peu plus bas. Et puis là, il fallait faire une divergence. Le LMACD, il faut apprendre. Mais ça, il y a de l'inertie, hein, parce que c'est un différentiel de moyenne mobile. Vous connaissez le principe, hein, on ne va pas refaire la construction des indicateurs. Mais tout ça dit qu'on avance dans le chemin, on fait le chemin, on fait une bonne partie du chemin. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'on a fait le plus dur. Je peux pas vous le dire, j'ai envie. Je vous dirais, si on avait un dernier drop un peu massif, un dernier drop vraiment franc, là je vous dirais, ça y est, c'est bon, on a fait le plus dur. C'est probablement ce qui manque. Vous voyez, aller chercher cette mèche là, 49, le 61,8 de retracement, 57. Là, on a encore la zone 49, 57. Vous voyez, c'est probablement un peu ça qui manque. La trend, la trend là, la ligne de tendance. Alors, vous allez me dire, tes lignes de tendance, le gars, on s'en fout. Mais je vous rappelle quand même un truc, les gars. Cette ligne de tendance, la seule chose qui nous disait qu'on avait le sommet du bull cycle, c'est quand même, enfin, rappelez-vous, hein, on l'a vu ensemble tout l'été dernier, la ligne de tendance de la mort, celle auquel on voulait pas croire, moi le premier, et puis celle qui a gagné, quoi. Et tracée en mode aimant. Donc voilà, c'est elle qui a fait l'échec de l'été dernier, et d'octobre encore. Donc les trendlines, il ne faut pas les ignorer, et là, je projette, elle est à 55. Voilà. Donc, pour l'instant, nous continuons un peu de prendre la direction de tout ça. Et moi, j'attends, le moment viendra où on démarrera une latéralisation. Je ne sais pas quelle sera sa forme. Elle ne sera pas de cette forme-là. Mais en tout cas, il y aura une espèce de truc un peu latéral qui finira par arriver. Et puis là, ce sera le début du retour. Début du retour. Voilà. The start of the comeback. The beginning of the comeback. Alors, alors on est en peur extrême dans tous les sens. Record de recherche sur Google Trends, Bitcoin going to zero. C'est une capture d'écran que j'ai fait hier. Voilà, en termes de peur, on est sur du jamais vu, même là, on est vraiment sur des records en termes de peur. Alors en termes de timing, je continue de le faire. Hein, donc nous sommes 141 jours depuis le début du bear market. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4 bear market dans le passé. Le plus court, c'était entre 125 et 155 pour la phase d'accumulation, on est à 141. Alors si on s'arrêtait maintenant, on ferait le même bear, on ferait la même durée que le tout premier bear. Bon, il est un peu lointain. Les bears qui sont plus proches de nous, 466 jours, 363 jours. Celui qui est le plus proche de nous avait commencé l'accumulation à 220 jours. Vous voyez, donc bon. Mais bon, ça, voilà, c'est... On verra bien, hein, je sais pas, mais voilà, sur le plan temporel, on est un peu court avec les 3 derniers, on match avec le premier. Voilà. On match avec le premier, on est toujours un peu court avec les 3 derniers en durée là, de bear market. Alors, moi, mon opinion, vous le savez, c'est que on fera le bottom bien avant octobre. Mon opinion, c'est qu'on va démarrer la phase d'accumulation bien avant. Mon opinion, c'est que même en fin d'année, on sera beaucoup plus haut. Je vais revenir avec vous sur le quantile modèle. Je pense qu'en fin d'année, en décembre, à Noël, on peut être à 80, 90, 100K. Voilà. Donc on aura fait le bottom avant. Je vous remonte le quantile modèle. Alors,
Là, effectivement, nous ne sommes pas allés chercher les zones extrêmes. En fait, en termes d'oscillateurs, c'est rare d'aller chercher les zones extrêmes. Pourquoi? Parce que eh bien, le business cycle ne l'autorisait pas. Le bilan de la Fed baissait, les taux étaient trop élevés, etc. Donc, il y avait le prochain bull run. Il y aura les taux bas, le bilan de la Fed qui monte et tout. Le prochain bull, on reviendra chercher les zones extrêmes. On s'intéresse aux zones support. Donc là, le Comptil modèle, et ça évolue tous les jours. Hein. Donc plus le temps passe, plus ça monte. Donc là, on est à 53K. Il s'avère que en fin d'année, cette zone basse est plutôt à 70 déjà. En octobre-novembre, elle est à 70. Donc le Comptil modèle, c'est basé sur la loi de puissance. C'est donc une observation statistique et mathématique du Bitcoin qui serait censée suivre une loi dite de puissance, la Power Law, très bien. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce Comptil modèle, je vous invite à suivre ce monsieur sur Twitter, on peut en déduire, donc là aussi ce sont des probabilités de positionnement de Bitcoin en lien avec la loi de puissance. Et grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que pour fin 2027, vous avez une probabilité qu'on soit autour des 100K à 80%. Et moi, je trouve que ça matche vachement. C'est-à-dire que se retrouver décembre 2026, janvier 2027 autour des 100K, c'est-à-dire qu'on aurait fait le bottom quelque part au deuxième semestre 2026 et qu'on repart en avant. Ça match avec le fait qu'on peut avoir testé les zones support avant. Il y a beaucoup de choses qui fait que... Voilà, alors... Du coup, vous allez vous dire, bon, bah, si on est plutôt à 80, 90, 100K en fin d'année, bah là, 63, je peux payer. Oui, non, mais ça, moi, je pense toujours qu'il manque le dernier checkout en direction des 50. Voilà. Mais ça c'est intéressant. Donc, bien sûr, c'est si Bitcoin continue de suivre une loi de puissance. Certains modèles ne fonctionnent plus. Ce modèle fonctionne encore. Donc, ce sont des probabilités basées sur le Comptil modèle, lui-même étant une représentation de la Power Law, loi de puissance, Power Law modèle. Donc, ensuite, nous sommes en train donc, de casser la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Donc, je prends le modèle de l'ancien bear market. Vous voyez, on est là, quoi. Donc, on se retrouve. Alors, vous voyez qu'ici, dans le modèle de l'ancien bear market, nous étions pas loin. Alors, la forme est un peu différente parce que là, on a fait une grande mèche en dessous et que là, la dernière bougie, il a fallu passer sous la mèche. Donc, je pense qu'il manquerait une bougie qui passe sous cette mèche. Donc, vous voyez, il manquerait d'aller combler ce trou. Et là, ça peut commencer à devenir envisageable, pourquoi pas, de commencer à se dire que bon, on va rentrer dans la phase de latéralisation. Bon, voilà donc où nous en sommes. Bitcoin face à l'or continue de dropper, donc bon, on va pas s'emmerder, c'est un gros rectangle. Il est possible que le ratio Bitcoin-Gold ait besoin d'aller chercher ça. Vous voyez, on voit bien ici de grosses phases latérales, borne basse, borne haute. Bien sûr, alors, les moteurs de la tendance haussière des métaux précieux sont nombreux. Je ne vais pas faire ici une émission spéciale sur les métaux précieux, je le fais ailleurs. Mais bien sûr, le fait géopolitique est majeur. Les achats des banques centrales, la tendance du dollar américain, la demande physique, enfin plein de choses, les ETF. Là, on est sur un record extrême de survente du rapport entre Bitcoin et Gold. Jamais, on a vu par exemple un RSI weekly aussi bas, jamais. Mais on le comprend. Le contexte géopolitique est là, l'incertitude est totale. Alors, s'il y a un accord sur le nucléaire, ce truc va rebondir direct. Et puis, on commencera à former un bottom. D'un point de vue technique, pour l'instant, il n'y a pas la base. Là aussi, les fins de bear sont toujours des bases, des transitions, des divergences, des choses. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça reste nous sommes encore dans une phase de très nette sous-performance. Je vais ensuite parler alt. Alors, pour ETH. Pour ETH, j'ai une idée. Alors, je vous dis 50K, 45-55 pour Bitcoin. Pour ETH, alors certains, je sais, beaucoup attendent 1000. Bon, j'attends 1000 pour acheter. Alors, ça me semble un peu gourmand. J'aurais tendance, moi, déjà, à vous mettre en évidence le record de l'ancien cycle, $1450. Ici. Donc, le record de l'ancien cycle, 1450. Et puis là, vous avez, voyez... ici on avait fait le bottom un peu en dessous, le 78,6 de retracement de l'ancien bull. Donc là j'ai mis les retracements de l'ancien bull.
et donc le 78 à 1717. J'aurais tendance à voir le début d'une phase intéressante entre 1450 et 1717. C'est pas si loin, entre 1450 $ et 1717. On est à 1822. Alors bien sûr, un énorme choc, un méga drawdown, est-ce qu'on... Bon, une mèche à 1000, alors la mèche à 1000 a été faite sur l'ancien bear. C'était en juin 2022, le truc a méché à 950 avant de très vite rebondir à 1900. Et puis en fait, de ne jamais revoir la zone et de repartir. Mais voilà, on va dire que l'équivalent des 50K sur BTC va être cette zone-là entre les 1450 et les 1700 sur ETH. Et donc l'équivalent de cette zone des 50K sur BTC et cette zone entre 1400 et 1700 $ sur ETH va être sur le jeton Tao la zone de liquidité comprise entre 99 $ et 140 $. Donc cette bande de liquidité, je pense que ici, Tao sera en mesure de stabiliser, probablement de commencer à construire un range, un truc, et puis après derrière de repartir. Donc c'est quelque chose, c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais probablement qu'il manque, déjà il faut, en général quand on fait des mèches comme ça, il faut aller retaper la mèche, il faut aller chasser en dessous. C'est probablement ce qui manque sur Tao, là, il manque un drop sous 140. Donc moi je vois bien ça, et puis commencer à stabiliser par ici, et puis finir par repartir derrière. Voilà. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du CTB, et je vous souhaite une bonne semaine, merci.